Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire avec Benjamin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos précédentes conversations sur YouTube, les conversations de mythes. Salut Benjamin. Bonjour Justine. Pour la petite histoire et pour les auditeurs, il faut expliquer qu'en fait, on se connaît, c'est la première fois qu'on se voit, mais on se connaît parce que tu as donné des cours de sciences de la nutrition pour notre académie. Oui. Pour les pros qui vont bientôt pouvoir se servir de notre application, mais ça, bien sûr, on en parlera. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? J'ai eu plusieurs vies. Tout d'abord, il y a très longtemps, dans une première carrière, donc je suis ingénieur de formation et j'étais dans un domaine complètement différent, mais quand même avec des liens sur ce qui viendra après, où j'ai travaillé notamment pour la grande distribution et un peu pour l'agroalimentaire. Et ensuite, je me suis mis à mon compte pendant une dizaine d'années, où j'avais créé, ça existe toujours, un site qui s'appelait d'abord Natura Coach, après que j'ai changé en nom pour Nature Academy, où vraiment j'ai été, je pense, l'un des premiers en France à faire de la vraie vulgarisation scientifique sur la nutrition, puisque mes premières vidéos sur YouTube datent quand même de 2010, donc il n'y avait pas grand monde à l'époque, il n'y avait pas Instagram, et je pense aussi que j'ai été sûrement l'un des premiers à mettre vraiment ces sources sous mes vidéos, sous mes articles, au point que d'ailleurs je me suis fait souvent copier mes bibliographies. Ah ouais. Oui, j'ai parfois trouvé des articles, des gens qui écrivaient des articles sur un sujet, puis je voyais la bibliographie, et tout dans le même ordre, tu vois, les études dans le même ordre, parfois des études pas très connues, je me suis dit, bon, ça ressemble beaucoup quand même. Chez moi, ouais. Et après, je me suis pas mal spécialisé sur la fin dans le domaine des compléments alimentaires, ce qui m'a aussi amené ensuite, là, à l'heure où je parle, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour la société de compléments alimentaires Nutri & Co, pour laquelle je suis responsable valorisation scientifique. Donc, je suis toujours finalement sur les mêmes sujets, à lire toute la littérature scientifique pour expliquer les produits, pour créer du contenu éducatif autour de ces sujets. Mais c'est pour un autre sujet que je viens aujourd'hui, puisque je suis en train de finir d'écrire un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire. Génial. Donc je me suis beaucoup plongé dans ce sujet ces derniers temps, et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui. Ouais, c'est un sujet que tu connais bien. Et pourquoi la nutrition ? Est-ce qu'il y a t'as un attrait par rapport à ça depuis longtemps ? Je pense que la nutrition, soit il y a parfois des gens qui ont des vocations, soit je pense que beaucoup de gens s'y intéressent par nécessité personnelle, parce que on a des troubles digestifs, parce qu'on souffre de telle ou telle pathologie, etc. C'était mon cas assez jeune, où vraiment rien d'extraordinaire, tout simplement syndrome de l'intestin irritable, etc. À l'époque, en plus, quand moi j'étais ado, jeune adulte, on parlait pas encore vraiment de tout ce qui était FODMAPs, etc. Donc j'ai pas mal tourné en rond à aller voir des médecins, des gastroentérologues, sans forcément trouver toujours la solution. Et c'est pour ça que je me suis un peu intéressé moi-même un peu plus au contenu de mon assiette. Et surtout, j'étais depuis toujours un passionné de cuisine. Donc c'est un peu, je pense, aussi l'une de mes originalités sur les réseaux, c'est que moi je marche un peu sur les 2 jambes, même 3 jambes, qui sont la nutrition d'un point de vue vraiment scientifique, vulgarisation scientifique. Encore une fois, moi je fais de l'information, après les gens font ce qu'ils veulent. Deuxième jambe qui est la cuisine, parce que je pense que... Tu fais des petites recettes. Voilà, je fais beaucoup de recettes. D'ailleurs, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais fait un programme en ligne qui existe toujours sur la cuisine, pour apprendre à cuisiner, qui avait extrêmement bien marché. Donc il y a une vraie demande sur comment cuisiner sainement, mais en se faisant plaisir, etc. Après, depuis, notamment grâce à Instagram, ce type de recette a bien évolué et bien explosé, donc ça, c'est pas mal. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui donnent qui sont même 100 fois plus compétents que moi d'un point de vue sciences de la nutrition, mais qui n'ont pas de capacité à donner des conseils pratiques, parce qu'il manque peut-être notamment de ce côté produit, côté cuisine, etc. Et une troisième jambe, mais bon, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, qui est plus ma casquette de lutte contre la malbouffe, parce que je connais toutes les ficelles de l'industrie. Voilà. Alors justement, on va parler d'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'inflammation ?
Donc en fait, l'inflammation, tout le monde connaît, c'est même connu depuis l'Antiquité, hein. Le médecin romain Celsus, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, décrivait très bien tout ce qui était inflammation chronique avec 4 caractéristiques qui étaient gonflement, douleur, rougeur et chaleur. Donc ça, tout le monde voit bien. Quand on se fait par exemple une entorse, on a mal évidemment, ça gonfle. Pourquoi ? Parce que notamment les vaisseaux se dilatent pour apporter sur le lieu de la douleur, de l'accident, le plus de cellules du système immunitaire, le plus de nutriments pour réparer les tissus. Voilà, tout ça, c'est un mécanisme parfaitement normal. Par exemple, même quand on se coupe, d'ailleurs, il suffit de voir, quand on se coupe, ça devient tout de suite rouge. En fait, la réaction est en moins d'une seconde. C'est même incroyable à quel point le corps fonctionne bien. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. C'est fonctionnement normal pour faire face aussi à tout, non seulement aux accidents, aux coups, mais aussi aux différents agents pathogènes, aux infections, etc. Heureusement qu'on a ça, puisque c'est pour ramener tous nos systèmes de défense et de réparation. Le problème, c'est quand on a une inflammation qu'on va appeler plus de bas grade, d'une intensité moindre, mais qui va durer plus longtemps. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça ensuite l'inflammation chronique, où ça fait rentrer en jeu des cellules du système immunitaire parfois un peu différentes. Et ça peut avoir des conséquences qu'on va longuement détailler par la suite sur la santé à long terme. Donc, je pense que dans l'esprit du grand public aujourd'hui, ces termes d'inflammation aiguë, inflammation chronique commencent à être bien connus. Après, on va voir qu'on peut vraiment caractériser ça de manière biologique avec par exemple des marqueurs inflammatoires. Et en fait, si je prends ton public qui est plutôt constitué de diététiciens, diététiciennes, en fait, ils connaissent ça par cœur, puisque déjà, on a les maladies inflammatoires de l'intestin, les MICI. C'est comme leur nom l'indique, hein, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Un autre exemple pour illustrer, les reflux gastriques. Donc, si tu as des reflux acides, si ça remonte de temps en temps, ça te provoque, l'acide va attaquer la muqueuse de l'œsophage, c'est une inflammation. Et en fait, si cette inflammation devient répétée, si tu as des reflux, même parfois qui sont pas très douloureux, dont tu te rends pas forcément compte, c'est pas forcément le gros reflux qui est très désagréable sur le moment, mais tu as des légers reflux, mais de manière chronique, à force, ça irrite la muqueuse de l'œsophage, c'est une inflammation chronique qui augmente le risque de cancer de l'œsophage. Donc, en fait, l'inflammation chronique, on connaît tous ça, mais ce dont la science commence à se rendre compte depuis une vingtaine d'années, c'est qu'elle entre en jeu vraiment en fait dans tous les aspects de la santé. Il n'y a pas un organe qui n'est pas affecté par l'inflammation et l'inflammation chronique et son lien avec l'alimentation, comme on va le voir, on la retrouve vraiment dans toutes les pathologies. Après, je ferai juste une dernière parenthèse. Il y a des cas un peu plus spécifiques, notamment, je pense surtout au sport, à l'activité physique. C'est un cas à part, puisque c'est une bonne inflammation, ce qui est un peu une exception, dans le sens où tu fais un effort physique, je simplifie, beaucoup, mais tu fais un effort physique, un effort musculaire, tu as une inflammation finalement des tissus, des micro-lésions musculaires, mais c'est cette inflammation et ce stress oxydatif qui va entraîner des réactions de réparation et va rendre, entre guillemets, le corps plus fort, amener de la croissance musculaire, etc. Donc c'est un peu l'exception où là, c'est une bonne inflammation, plutôt c'est un bon stress pour rendre sur le long terme le corps plus résilient. Et est-ce qu'il y a ces 4 marqueurs aussi quand on a une inflammation chronique? Est-ce qu'il y a les rougeurs, les douleurs, les gonflements, alors qu'on s'en rend pas forcément compte? Non, pas du tout. Je vais prendre l'exemple des maladies cardiovasculaires et en particulier de l'athérosclérose, qui, je pense, est un parfait exemple qui va nous illustrer à la fois comment l'inflammation chronique peut affecter la santé sur le long terme, de manière même très grave, sans qu'on s'en rende compte, et ses liens avec l'alimentation qu'on verra après. Dans notre sang, on a plein de choses qui circulent, notamment triglycérides, cholestérol, et en trop grande quantité, notamment aussi si on fait de l'hyperglycémie,
si on a du diabète, si on fait de l'hypertension, tout ça, ça peut, de manière trop importante, endommager les parois de nos vaisseaux sanguins. Ces dommages aux parois des vaisseaux sanguins, c'est une inflammation qui va provoquer une réaction du système immunitaire. Dans un monde idéal, chez une personne en bonne santé, a priori, ça n'arrive pas très souvent et la réparation si jamais une paroi d'un vaisseau sanguin est endommagée, la réparation va provoquer une inflammation mais qui va rester très temporaire et se résoudre assez rapidement. Le problème, il intervient chez des personnes qui, par exemple, en surpoids ou obèses, qui en plus, c'est souvent lié, ont des taux de lipides sanguins, donc je disais triglycérides, cholestérol LDL, trop élevés. En fait, on va rentrer dans un cercle vicieux dans lequel l'inflammation est complètement liée. Tu as le début de l'inflammation, où tu as des globules blancs qui arrivent sur place, voilà, pour gérer cette inflammation. Ces globules blancs, ils produisent des cytokines qui sont donc, on va beaucoup en parler, c'est en fait des messagers inflammatoires. C'est pour ça qu'on s'en sert comme marqueur inflammatoire. En fait, c'est des messagers qui vont envoyer ce message pour aller recruter d'autres cellules du système immunitaire. Donc, ces autres cellules se rameutent sur place. Hop, toutes les cellules du système immunitaire essayent de résoudre cette inflammation. Le problème, c'est que la zone du vaisseau sanguin, elle commence à devenir un peu inflammée. Et chez une personne qui a beaucoup de cholestérol LDL qui circule, ça augmente les risques qu'une partie de ces particules de LDL se retrouvent prisonnières de cette zone enflammée. Si elles se retrouvent prisonnières, elles s'oxydent. Et le problème, c'est que quand elles s'oxydent, elles sont identifiées aussi comme molécules à éliminer par ces cellules immunitaires qui sont dans cette zone, en particulier les macrophages. Les macrophages, c'est un peu les petits gloutons du système immunitaire. Donc, elles mangent ces particules de LDL oxydées. Et après, quand elles ont le ventre plein, elles deviennent KO. Elles deviennent en fait des cellules spumeuses. Et c'est ça qui va former cette alliance de macrophages morts, de LDL oxydés, etc. Et avec l'inflammation, c'est ça en fait qui forme les plaques d'athérome et qui favorise l'athérosclérose sur le long terme. Et par rapport à ta question, en fait, on ne s'en rend pas compte, la formation des plaques, jusqu'au jour où malheureusement il est trop tard et on fait un accident cardiovasculaire. Comment on peut voir si on a une inflammation chronique? Est-ce qu'on peut faire une prise de sang? Est-ce qu'il y a des marqueurs inflammatoires? Oui, il y a des marqueurs inflammatoires. Évidemment, la CRP, C-réactive protéine, le marqueur de base des bilans sanguins. Un autre marqueur qui s'appelle TNF-alpha et enfin 4 interleukines. Interleukine 1-bêta, 4, 6 et 10. Et après, il y a d'autres marqueurs inflammatoires, notamment qu'on peut trouver par exemple dans les selles. Mais déjà, les 6 marqueurs sanguins dont j'ai parlé, je pense que ça donne déjà une vision assez globale. On va entrer dans le vif du sujet. La question que tout le monde se pose et on veut la réponse. Est-ce que ça existe une alimentation anti-inflammatoire alors? Est-ce que l'alimentation, elle peut avoir un impact? La réponse est clairement oui. C'est l'alimentation globale qui joue un rôle. C'est jamais un aliment unique, magique, qui va tout changer. C'est pas parce que vous buvez votre mixture au curcuma que vous pouvez vous enfiler un McDo derrière et que voilà, ça va tout contrebalancer par magie. Il y a des chercheurs, notamment un chercheur qui s'appelle James Hebert, qui travaille sur le sujet depuis 35 ans. Il a développé ce qui s'appelle le Dietary Inflammatory Index, donc indice inflammatoire alimentaire. Et ils ont essayé justement de calculer, de voir s'il y avait des liens de corrélation entre certains groupes d'aliments et ces marqueurs inflammatoires. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer un algorithme. Alors, c'est un algorithme assez complexe. Donc, je parlais de modèle alimentaire. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec... c'est pas, par exemple, les tableaux d'indice glycémique par aliment. J'allais te demander, ouais. Pour leurs travaux, ce qui les intéressait, c'est d'avoir ensuite une note plus ou moins inflammatoire, enfin, plus ou moins anti ou plus ou moins pro-inflammatoire sur un modèle alimentaire global pour ensuite comparer, justement, ces groupes d'aliments et ces modèles alimentaires face aux risques plus ou moins élevés de certaines pathologies. Et dans les groupes d'aliments, c'est quoi? C'est les fruits et légumes? Oui, voilà. Après, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas de grande révolution. Ce qui donne un score positif dans le sens anti-inflammatoire, c'est évidemment tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est source de fibres, donc voilà, aussi céréales complètes, légumineuses, tout ce qui est source d'oméga 3, et tout ce qui est source, parce que je vais expliquer un peu après le grand lien des antioxydants avec l'anti-inflammatoire, tout ce qui est source de polyphénol. Ouais.
d'autres antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E, tous les caroténoïdes. Et ensuite, tout ce qui donne un score négatif, ça va être, là encore, pas de surprise. Hein, finalement, c'est presque un peu comme le Nutri-Score, c'est les graisses saturées, trop de calories, la viande rouge. Enfin, on va rentrer après dans le détail où il y a de la nuance aussi. Les produits céréaliers raffinés et les autres sources de sucrants un peu particulières, surtout dans les études américaines, avec tout ce qui est sirop de fructose, sirop de maïs à haute teneur en fructose. Et après, il y a des aliments plus ou moins neutres. Par exemple, la viande blanche, ça paraît plus ou moins neutre. Et après, il y a encore plus de détails dans lequel on peut rentrer. Et ce qui est intéressant, vraiment, de rester sur la partie science, c'est que donc, ces chercheurs, ils ont réussi, en faisant mouliner leur modèle, à créer ce score. Donc, au total, il y a près de 2000 études quand même qui ont été compilées, donc c'est assez solide. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, il y avait vraiment un lien de corrélation avec des modèles alimentaires vus comme, considérés par leur score comme plus pro-inflammatoires. Et par exemple, tout ce qui est cancer colorectal, ça paraît évident. En plus, vu qu'il y a le lien de ce score avec la teneur en fibres, c'est assez logique. Gros lien, donc cancer colorectal, je le disais, avec un peu moins d'autres cancers. Il y a même, évidemment, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, notamment athérosclérose, on en a parlé juste avant. On peut dire que ça reste des liens de corrélation, évidemment, puisque c'est essentiellement, dans les études ensuite qu'ils ont fait mouliner, c'est essentiellement de l'épidémiologie, donc ça a ses limites. Finalement, c'est quoi le modèle alimentaire qui aurait le score anti-inflammatoire selon ces chercheurs-là? Grosso modo, c'est un modèle alimentaire qui reprend toutes les caractéristiques que j'ai évoquées. Donc alors, si on résume, une quantité importante de fruits et légumes, de toutes les couleurs pour avoir plus de polyphénol et d'antioxydants, le maximum de fibres, donc on reste sur la même chose, plus légumineuses, céréales complètes, oléagineux, il y en a un peu aussi des fibres, une quantité limitée de graisses saturées. Donc les charcuteries. Oui. Alors sachant qu'après il y a la distinction qu'on retrouve dans d'autres études, viande transformée, viande brute, viande rouge brute. Les viandes transformées, là-dessus il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat. On pourra revenir un peu sur les différentes sources de protéines végétales, animales après, mais juste d'ailleurs dans les caractéristiques, dans les nutriments qu'ils ont considérés comme plutôt anti-inflammatoires, il y a les isoflavones. Donc le soja, en fait, eux, ils l'ont classé en tout cas comme anti-inflammatoire. Donc c'est un point intéressant. Voilà, le maximum de vitamines et de minéraux. Les produits laitiers, on en dit quoi? Alors les produits laitiers, c'est une question compliquée. Parler des produits laitiers, ça n'a pas trop de sens, puisque si on reprend les caractéristiques dont j'ai parlé, par exemple, le beurre, c'est quand même essentiellement des graisses saturées. Donc oui, évidemment que ça va plutôt être mal noté. Le fromage. À l'inverse, les fromages gras et salés, ça va pas être bien noté non plus. Par contre, les yaourts peu gras avec des probiotiques qui sont plutôt bénéfiques pour le microbiote, on va détailler l'importance du microbiote après. Là, ça va plutôt être légèrement positif. Le lait. Le lait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas trop de données sur le lait brut. Donc, je ne sais pas trop où le mettre. Mais en fait, après, ça dépend aussi des composants. Parce que, par exemple, dans les protéines, la caséine serait plutôt, si elle doit avoir un effet, plutôt légèrement inflammatoire, alors que la protéine de lactosérum, ce qu'on appelle la whey, que les sportifs connaissent bien, elle aurait plutôt, à l'inverse, un effet anti-inflammatoire. Donc, en fait, c'est compliqué. Donc, moi, je dirais globalement neutre. En plus, il y a l'aspect individuel qui entre en jeu, parce que là, effectivement, c'est une personne qui va être vraiment intolérante au lactose, voire intolérante ou allergique à certaines protéines laitières, oui, par définition, il a une réaction inflammatoire. Exactement. Donc chez lui, ça sera inflammatoire. Donc voilà, il y a aussi cet aspect individuel, où là, c'est aux diététiciens qui nous écoutent d'aider leurs patients à adapter. Et on est sur les recommandations de 2 à 3 portions de produits laitiers par jour, c'est ça? C'est un peu la complexité du sujet du régime méditerranéen, c'est qu'il n'y a pas un régime méditerranéen, modèle intangible, absolu, valable pour tout le monde, mais on retrouve quand même les mêmes bases qui sont toutes celles dont on a parlé.
richesse en fruits et légumes, richesse en légumineuses, oléagineux, une proportion modérée de produits laitiers. Il y a peut-être un point dans les recommandations alimentaires, enfin en tout cas dans les groupes d'aliments de cette île, mais qui ressort beaucoup dans le régime méditerranéen, qu'on met peut-être pas assez en avant, c'est l'utilisation très très abondante de tout ce qui est herbes aromatiques. Ah ouais. Ouais. Basilic, persil, coriandre. Ouais. Par exemple, à Icaria, ils en ont tous dans leur jardin et ils en mettent dans tous leurs plats. Ils s'en font des infusions. On sait que dans le romarin, par exemple, il y a énormément d'antioxydants et de polyphénols. Ou même le persil. Le persil, c'est une des meilleures sources de vitamine C. En tout cas, on ne mange pas 100 grammes de persil. Mais au 100 grammes, c'est quasiment l'aliment le plus riche. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Et après, oui, une consommation modérée de produits animaux, enfin notamment de viande. Ouais. Forcément, le relief méditerranéen, en tout cas par exemple en Grèce, empêche d'avoir des grandes prairies et de l'élevage bovin. Donc par définition, historiquement, ils mangeaient plutôt des plus petits animaux. Et évidemment, tout ce qui est oméga 3 avec les poissons gras, sardines, anchois, etc. Justement, si on fait un petit tour des protéines, donc allez, on va parler des oméga 3, comme ça ce sera fait. Donc c'est quand même un des piliers du régime méditerranéen, les oméga 3. Donc tu viens de le dire, sardines, maquereaux, les huiles aussi, qui sont riches en oméga 3. On peut acheter des œufs enrichis en oméga 3 aussi. Tout ça, ça s'intègre vraiment de manière pas intense, mais de manière profonde dans le régime méditerranéen. Donc ça, c'est aussi ce vers quoi on peut encourager. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose si jamais on se retrouve face à des patients qui n'aiment pas les sardines, par exemple, de les encourager à prendre des compléments pour le coup d'oméga 3 ? Donc en fait, les oméga 3, comme tous les lipides, les lipides, on sait, tout le monde le sait, que ça sert de source d'énergie. Et notamment, ce qui va être spécifique à l'inflammation, c'est que ce sont des précurseurs de molécules qui s'appellent les médiateurs lipidiques pro-résolvants. En gros, c'est des messagers qui sont envoyés pour mettre fin à l'inflammation. C'est pour ça pro-résolvant, ils sont faits pour résoudre l'inflammation. Donc, plus d'oméga 3, ça signifie plus de messagers de ce type qui vont être envoyés pour justement mettre fin à l'inflammation. Donc oui, ils ont vraiment cet effet anti-inflammatoire. Il y a différents types d'oméga 3. Il y a l'ALA qu'on trouve dans les végétaux, type graines de lin, huile de colza, etc., qui peut être converti en EPA et ensuite encore moins, en moindre quantité en DHA. EPA et DHA qu'on trouve directement, notamment dans les poissons gras. C'est pour ça que c'est surtout EPA et DHA qu'on trouve dans les compléments alimentaires aussi, qui sont fabriqués à partir d'huile de poisson, justement. Il y a donc cette étude clinique, on a fait prendre à des gens, donc séparés en 3 groupes, soit 2,7 grammes d'EPA, soit 2,7 grammes de DHA, soit la même quantité d'huile de maïs qui servait de placebo. Et résultat, c'est le DHA, surtout, qui a donné plus de résultats, et suivi un peu de l'EPA, et le maïs qui servait de placebo. Donc, c'est un exemple qui permet de se dire, oui, ça a bien marché sur les marqueurs inflammatoires. Les oméga 3, EPA plus DHA, c'est bénéfique pour le cœur si tu en mets au moins 250 mg. C'est pour ça qu'on dit que 250 mg, c'est vraiment le strict minimum par jour. Mais si on regarde un peu plus d'épidémiologie, par exemple du côté du Japon, notamment aussi, quand on consomme beaucoup, il semble que, en tout cas, un idéal serait plutôt autour d'1 gramme par jour, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors, ça demande encore des précisions, mais il y aurait peut-être un risque de fibrillation auriculaire. Donc, c'est un problème de rythme du muscle cardiaque avec trop d'oméga 3. Voilà, en fait, c'est une courbe en U, tu sais. C'est-à-dire pas assez, c'est risqué. Et trop, ce serait risqué. Alors, trop, c'est quoi ? Il n'y a pas un corps. Il semble que ce soit plusieurs grammes. Donc, c'est pour ça que je pense que 1 gramme, c'est ce qu'on appelle en anglais le sweet spot, le point d'équilibre peut-être parfait, quoi. Et donc, à partir de là, est-ce qu'il faut prendre un complément ? J'ai envie de dire, ça dépend de l'alimentation. Ça dépend de l'alimentation de chacun. Si on consomme peu, Si on mange qu'une ou 2 fois du poisson par semaine, et si c'est pas toujours du poisson gras, on va en être loin, quoi. On parle maintenant beaucoup de l'importance de manger suffisamment de protéines, et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je peux observer personnellement dans
mes consultations avec les patients, c'est qu'on n'en mange peut-être pas assez, en tout cas on en mange très peu le matin, donc c'est compliqué après d'atteindre les apports. Donc là, tu as parlé des oméga 3, donc tout ce qui va être poisson gras pour les protéines, mais les autres catégories de protéines, donc si on parle de la viande blanche, tout à l'heure tu as dit que c'était plutôt neutre. Oui. Tu as dit que le soja, qui est aussi une source de protéines intéressante, plutôt anti-inflammatoire. Oui, mais après, encore une fois, il y a les familles, puis il y a les produits en tant que tels. Ouais. C'est-à-dire que soja, tu peux avoir des aliments ultra transformés qui ont plein d'autres ingrédients dedans, qui n'auront pas les mêmes effets que du tofu ou du tempeh brut. Voilà. Moi, par exemple, je suis un grand partisan du tempeh, j'adore ça. Enfin, le tofu, je trouve ça fade, je trouve pas ça intéressant. Tempeh, j'adore. C'est que ça, il n'y a que des fesses de soja, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut bien sûr prendre l'aliment pas ultra transformé. Qu'en est-il de la viande rouge? Parce qu'on en parle aussi beaucoup de la viande rouge. On a plutôt tendance à dire que c'est inflammatoire. Pareil, c'est de la nuance. Sur la viande transformée, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Ça ne veut pas dire que si vous mangez de la charcuterie une fois de temps en temps pour un apéro, vous allez mourir et votre corps va s'inflammer, quoi. Ça veut juste dire c'est une question de récurrence et de place dans un modèle alimentaire global. Et sur la viande rouge brute, entre guillemets, c'est plus nuancé. Sur cet indice inflammatoire alimentaire dont je parlais, eux, ils ont classé ça comme plutôt légèrement inflammatoire. J'ai vu une autre méta-analyse indépendante qui disait que c'était plutôt neutre. Donc voilà, on sait, il y a des mécanismes individuels par lesquels, oui, la viande rouge peut l'être. Donc moi, en fait, je resterai finalement sur les mêmes recommandations que les agences de santé ont depuis 10 ans. 500 grammes max par semaine. Quand on donne des conseils, notamment sur ce sujet, je pense qu'il faut surtout s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut ajouter avant de vouloir exclure. Ouais. Et d'ailleurs, finalement, c'est un problème aussi avec cette mode de l'alimentation anti-inflammatoire qui n'est pas toujours basée sur la science. Dans ces recommandations un peu plus bancales, il y a souvent beaucoup d'exclusions. On en a parlé avec les produits laitiers. Alors qu'il faut plutôt s'intéresser, je pense, d'abord à ce qu'il faut inclure, c'est-à-dire plus de fruits et légumes frais, plus de légumineuses, etc. Et ben, par exemple, en cherchant à inclure plus de légumineuses, forcément, par compensation, on va diminuer. Je me fais un plat de lentilles, je vais pas me faire un steak en même temps, forcément, voilà, etc. C'est ça. Parce que si tu dis 500 grammes max, toute viande confondue, finalement, oui, ça veut dire que tu as... Allez, si on part du principe qu'on a 100 grammes par repas, ça fait 5 repas, donc ça veut dire qu'il faut encore 7, 8, 9 repas avec quand même des protéines. Donc oui, mais en gardant... et puis il y a les poissons, déjà. Les œufs. Les œufs. Et puis les légumineuses, tofu, tempeh dont je parlais. En fait, c'est juste... Moi, c'est juste un conseil personnel. Je dis juste essayer. Voilà, faut pas se prendre la tête. Donc, tu prends ton menu de la semaine et tu essayes de dispatcher au maximum toutes les sources de protéines dedans. Et comme ça, tu as les bienfaits de tout, quoi. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas d'enlever la viande, par exemple. C'est une erreur quand même assez fréquente de dire, allez, je vais faire attention à ma consommation de viande, donc finalement, je vais garder pâtes haricots verts ou riz ratatouille, par exemple, et on enlève complètement la protéine. Encore une fois, le régime méditerranéen, en tout cas traditionnel, n'est pas végétarien, quoi. Il y a un peu de viande aussi, puis du poisson, évidemment. Oui, bien sûr. Tu peux nous parler un peu du rôle des polyphénols sur cette alimentation anti-inflammatoire? Donc les polyphénols, les flavonoïdes, tout ça, ce sont des antioxydants. Un point essentiel à retenir, qui est vraiment peut-être le plus important sur ce sujet-là, c'est que tout ce qui est mécanisme de stress oxydatif, c'est complètement lié à l'inflammation. En fait, stress oxydatif et inflammation, ça fait souvent appel au même mécanisme, ça provoque aussi des réactions du système immunitaire, et tout est lié, et c'est pour ça que les antioxydants en général, et notamment les polyphénols, vont avoir des bienfaits aussi sur les marqueurs inflammatoires. Il y a en plus le fait que les polyphénols, ce sont aussi des prébiotiques, donc ça va nourrir le microbiote. Et bon, il y a tout le sujet du microbiote que je peux détailler après, mais ça va aussi avoir un effet anti-inflammatoire à ce niveau-là. Et après, ça peut interagir avec encore d'autres enzymes inflammatoires. Les polyphénols, ils peuvent inhiber des enzymes qui sont responsables de la production d'autres médiateurs inflammatoires,
comme de leur petit nom, le COX et le LOX. Tout ça est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les antioxydants en général, et les polyphénols et les flavonoïdes en particulier, ont une action anti-inflammatoire qui passe par l'inhibition de certains médiateurs inflammatoires et par un rôle sur le microbiote. Et que donc oui, en plus d'être antioxydants en tant que tels, ils sont aussi anti-inflammatoires. Est-ce que ça veut dire qu'on peut boire un peu de vin rouge alors ? Parce qu'il y a des polyphénols dans le vin rouge. Et justement, on va en parler, la place de l'alcool. Oui. Alors, c'est là où, tu vois, j'ai eu un petit souci avec ce Dietary Inflammatory Index, où parce que eux, ils ont mis le vin rouge comme légèrement anti-inflammatoire. Ah ouais. Est-ce que le vin rouge contient des polyphénols ? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il faut en boire pour absolument avoir cet apport ? Non. Ces polyphénols, on les trouve sans problème dans plein d'autres produits sans avoir l'apport d'alcool. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, parce qu'on parle depuis le début de santé, notion de plaisir, notion de relations sociales, etc. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas un verre de temps en temps qui effectivement va changer grand-chose. Mais je pense pas, je voudrais juste pas que les gens se disent « Ah, je vais boire mon verre de rouge à chaque repas et ça me fait mon apport de polyphénol anti-inflammatoire. » Je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Tout à fait. Ok. Bon, je sens que tu as envie d'y aller sur ce sujet du microbiote. je te sens vraiment partant, donc on va y aller. Donc, bon, de toute façon, on a bien compris depuis le départ, tu parles de l'importance des fibres. Donc les fibres qu'on retrouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses, il faudrait en manger minimum 20-25 grammes par jour. Donc c'est pas pour rien qu'on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, sinon c'est compliqué d'avoir les fibres. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les fibres, elles peuvent jouer un rôle anti-inflammatoire justement, et peut-être le lien aussi avec le microbiote ? Le microbiote intestinal, il joue un peu le rôle de... Moi, je simplifie ça toujours en disant c'est un peu le coach du système immunitaire qui l'entraîne à reconnaître les molécules qui posent aucun problème des agents pathogènes. Les bactéries du microbiote, elles peuvent produire des molécules, notamment des acides gras à chaîne courte, qui peuvent aussi avoir, comme le butyrate, qui peuvent avoir des bienfaits. Sur certains sujets spécifiques, notamment par exemple sur le cerveau, le microbiote peut aussi envoyer des signaux via le nerf vague. Je parlais du cerveau, je vais prendre un autre exemple sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, qui est celui de la peau. De l'acné. Le bouton, c'est une inflammation. En fait, c'est pour ça que ça... Enfin, à la base, c'est pas forcément inflammé. Un comédon très basique, au début, il n'est pas inflammé, mais après, le fait que ça reste bouché, qu'il y ait le développement de bactéries, il y a une inflammation qui se produit. On a vu qu'il y a certaines souches du microbiote qui peuvent avoir une action sur cette inflammation en envoyant justement des messagers plutôt anti-inflammatoires, ce qui permet de calmer l'inflammation de ces boutons, et donc ça a un lien avec la peau. Je pense que l'avenir va être de plus en plus de découvrir qu'il y a telles souches ont une action plutôt sur telle zone de l'organisme. Mais en gros, d'un point de vue alimentaire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête sur « il faut absolument que je mange tel aliment ou telle source de fibres ». En fait, c'est l'ensemble des fibres. Je prends l'exemple d'une étude. On a fait manger à des gens, soit on leur a demandé de manger minimum par jour 3 portions de fruits et légumes, soit 3 portions minimum de céréales complètes, soit 3 portions minimum de céréales raffinées, donc ce qui était le groupe contrôle. Et ensuite, on a mesuré les marqueurs inflammatoires. On a vu que le groupe fruits et légumes avait un peu de meilleurs résultats, mais que le groupe céréales complètes avait aussi des marqueurs inflammatoires différents qui avaient diminué. Donc en fait, c'est une action complémentaire. Donc pour moi, vraiment, sur le sujet des fibres, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la diversité, c'est toutes les fibres solubles et insolubles. Et je parlais aussi des polyphénols qui ont ce rôle prébiotique aussi. Il faut, là c'est vrai, encore une fois, on retombe toujours sur l'idée d'un maximum de diversité. Ça me permet de faire le lien, parce qu'on n'en a pas trop parlé, avec le sujet du gluten. Ouais.
Parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec les produits laitiers, c'est souvent quelque chose qui revient comme aliment inflammatoire. Tout à fait. En fait, là-dessus, vraiment, pour le coup, non, il n'y a pas de données. Oui, ça va être, évidemment, c'est inflammatoire chez les malades cœliaques. Là-dessus, c'est une maladie auto-immune. Il y a le sujet très ambigu, complexe, de la sensibilité au gluten non cœliaque, qui donc, pour rappel, ce sont des gens qui ont des symptômes digestifs ou pas. Ça peut être des maux de tête, etc. Après l'ingestion d'aliments contenant du gluten. Il y a une étude récente qui est sortie justement en 2024 qui a montré qu'il y avait quand même une vraie composante nocebo. C'est-à-dire que quand on disait aux gens « vous allez manger du gluten », mais qu'on leur en donnait pas, ils avaient un peu de réaction. Mais quand on leur disait qu'ils allaient manger du gluten et qu'on leur donnait du gluten, ils avaient encore un peu plus de réaction. Donc il semble quand même qu'il y a un petit delta qui soit dû au blé en lui-même. On ne sait pas évaluer la prévalence de ça. Je lis des chiffres entre 1 et 10-15% de la population. Bon, ça pourrait être dû soit, donc je parlais de l'effet nocebo, mais aussi au FODMAPs, à d'autres composants du blé. Voilà. Bon, c'est pas vraiment un sujet, en tout cas, sur cet aspect inflammatoire, sauf chez la minorité de personnes, évidemment, comme les cœliaques. Mais par contre, c'est là où peut-être on peut se rejoindre avec les gens qui prônent une alimentation sans gluten, c'est que il faut s'intéresser à toute la variété, comme je le disais, dans la variété des fibres, il y a toutes les autres céréales aussi. Bien sûr, oui. Il y a, par exemple, si je fais mon lien avec mon histoire de polyphénol et de flavonoïdes, les polyphénols, ça correspond souvent aux pigments qui donnent la couleur aux fruits et légumes, etc. Et aussi aux céréales. Par exemple, dans le riz, vous avez le riz rouge, riz noir, c'est un pigment qui est un polyphénol, en fait. Vous avez les pigments violets qu'on trouve ensuite, par exemple, dans les myrtilles, les aubergines, etc. Ça, c'est parmi les meilleurs antioxydants. Donc, en fait, il faut réfléchir en anglais. Souvent, ils parlent du rainbow diet, le régime arc-en-ciel, pour avoir le maximum de couleurs. Donc, faut toujours réfléchir, comme je reviens à ce que je disais avant, qu'est-ce qu'on peut inclure plutôt que réfléchir à exclure tout de suite. Ouais. Et justement, quand tu parles d'exclure, ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve aussi en consulte, les patients qui n'osent plus manger de fruits. Parce que tu vois, il y a eu tout un truc à un moment sur le sucre. Oui. Et alors, il y a des patients qui vraiment se disent, la banane, dans leur tête, c'est vraiment interdit. Putain, je vais pas manger de banane, c'est beaucoup trop calorique. Donc, il y a vraiment des gens qui s'interdisent de manger des fruits. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut manger 20 fruits par jour. Mais on est bien sur les 5 portions, et même si on va un petit peu au-delà, voilà. Mais qui s'interdisent de manger des fruits parce que trop de sucre, et en fait qui se privent de toute cette diversité de fibres, etc. Quoi. Sur le sujet des fruits, oui, de toute façon, demain, ça sera aujourd'hui, on est sur la mode du glucose. Hein. Bon, ça, c'est un sujet aussi à part entière. Que les fruits fassent grossir, ça fait longtemps que je l'entends. Toute la littérature scientifique montre sans ambiguïté que plus les gens en mangent de fruits, moins c'est de la corrélation, mais moins ils ont de problèmes de surpoids. Là-dessus, il y a vraiment... À moins de manger plus de 40 grammes de fructose par jour, il faut y aller. Il n'y a aucun souci, quoi. Ouais. Et puis il faut toujours se dire, quand on mange un fruit, qu'est-ce qu'on mange pas à la place aussi. C'est ce que moi j'explique à mes patients. C'est, attends, si t'as un petit creux et que entre une barre au chocolat, voilà, ou ton fruit, évidemment, je m'en fiche si c'est ton 3e, 4e fruit de la journée, quoi. Donc il y a aussi cette nuance. Et si on parle maintenant, on reste toujours dans le pratique, mais du mode de cuisson des aliments, est-ce qu'il y a un mode de cuisson qui va être plus anti-inflammatoire qu'un autre ? Je crois que la cuisson barbecue, quand c'est grillé, c'est pas ouf. En fait, encore une fois, c'est vrai que peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent se dire, oui, bon, c'est bien gentil tout ça, tu nous sors finalement des choses un peu bateau. Alors oui, c'est sûr que ça révolutionne pas. Comme je disais, le régime méditerranéen, il est mis en avant depuis très longtemps, mais c'est juste que ça valide beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et peut-être que ça permet de donner un peu plus de poids à certaines recommandations. Ça, c'est pas inaccessible aussi. Oui. Je pense que dans la tête des gens, c'est bien aussi parce qu'ils disent c'est des choses que je suis capable de faire sans que ça coûte trop cher. Oui. Voilà. Et donc, sur les modes de cuisson, alors là, il y a moins de données. C'est peut-être une des pistes de recherche qui peuvent être approfondies. Déjà, c'est compréhensible parce que par rapport en tout cas déjà au Dietary Inflammatory Index, quand ils ont pris toutes les études épidémiologiques, les gens ils remplissent pas leur mode de cuisson en fait. Quand on dit qu'est-ce que j'ai mangé, on dit pas j'ai cuit à 200 degrés. Donc déjà c'est des données qui sont pas disponibles, donc il faut des études spécifiques là-dessus.
La seule chose, et dessus il n'y aura pas de surprise, dont on est plus sûr, c'est que tout ce qui est produits de glycation, donc les fameux AGE, Advanced Glycation and Products, qui sont donc, tout ce qui est réaction de Maillard. Ouais. Donc on va trouver dans les produits frits, les grillades, les parties noircies des barbecues, etc. Là-dessus, il y a un consensus absolu que c'est mauvais pour la santé, que c'est un facteur de risque, notamment cardiovasculaire. Bon, là-dessus, il n'y a pas photo, donc évidemment, on évite au maximum, et c'est un peu la base d'une alimentation santé d'enlever friture, grillade, privilégier les cuissons douces, l'étouffer, le mijoter, enfin voilà, éviter de cuire à trop haute température, parce que finalement il y a ce qui peut être créé, et puis il y a aussi ce qui peut être enlevé. Il y a des nutriments qui peuvent être fragiles, vitamine C, etc., qui peuvent être détruits à haute température. Si on prend le cadre de pathologies vraiment inflammatoires, donc tu vois, t'en parlais au début, tu parlais de tout ce qui est MIS-C, mais moi je pense aussi l'arthrose, les spondylarthrites, ce genre de choses. Donc tu vois, quand il y a vraiment une pathologie chez des patients, est-ce que, on va dire, ils ont un peu moins le droit à l'erreur, entre guillemets, que d'autres pour leur maladie, ou est-ce qu'il y a des recommandations où il faut être un petit peu au-delà de ce qu'il faut, par exemple, en oméga 3 pour un petit peu soulager, ou est-ce qu'il faut manger aussi un peu plus de fruits ou de légumes? Est-ce que là, les recommandations sont plus de 7? Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour ces personnes-là? Parce qu'en fait, c'est des personnes qui souffrent et qui ont envie de réponses, de solutions, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de version spécifique de ce régime alimentaire qui a été développé par pathologie. C'est pas aller au-delà, c'est le suivre... de manière peut-être plus assidue, mais après, sans que ce soit une contrainte. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est un peu bisounours ce que je veux dire, mais c'est une fête. Enfin voilà, c'est se faire plaisir, c'est consommer des aliments bruts de toutes les couleurs. C'est le plaisir de cuisiner, c'est le plaisir du produit. C'est vers ça aussi qu'il faut aller, je pense, pour que les gens soient motivés à bien manger. Quelle est la compétence que les gens doivent développer s'ils veulent bien manger? Encore une fois, c'est apprendre à cuisiner, puisque si on veut manger des aliments bruts, il faut savoir les préparer, même de manière basique, mais je pense qu'apprendre à cuisiner, c'est indispensable si on veut bien manger. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur cette histoire de pathologie, sur le modèle alimentaire, il n'y a pas de spécificité en tant que propre. Après, il y a de l'individualité, ça c'est aux diététiciens notamment, d'aider leurs patients à adapter suivant leur spécificité, leur intolérance, leur goût. Surtout pour les MIS-C, ouais. Tu vois, je reviens toujours à un peu du pratique, mais on t'en a parlé aussi, toute cette grande mode de l'alimentation anti-inflammatoire, parce que nous, sur les réseaux, on publie des recettes, etc. On a une communauté importante, et je reçois parfois des messages, moi, qui me demandent, en tant que diététicienne, Justine, est-ce que vous faites de l'alimentation anti-inflammatoire parce que mon médecin ou un tel m'a conseillé ça, etc. Et donc, tu vois, moi, j'arrive un peu en mode, je casse l'ambiance, entre guillemets, parce que... oui, en fait, c'est ce que je conseille à tout le monde, l'alimentation anti-inflammatoire. Tous mes patients, en fait, finalement, ont une alimentation anti-inflammatoire. Et j'ai l'impression qu'ils sont limite un peu déçus parce qu'ils disent « Ah, c'est comme tout le monde », alors que moi, j'ai un truc particulier. Et ça, je trouve que c'est aussi difficile à faire passer. Et comme tu le disais, maintenant, on a les recettes anti-inflammatoires. Donc, peut-être rappeler, c'est surtout des diététiciens qui nous écoutent, mais que finalement, il faut... expliquer à nos patients que c'est plutôt un red flag de voir recette anti-inflammatoire, quelqu'un qui va publier ça, plutôt que des recommandations plus basiques, même si ça fait moins rêver. Oui, c'est sûr que, et c'est ce que je vais écrire en gros, en gras, et ce que j'ai déjà dit, c'est qu'encore une fois, c'est le modèle, c'est l'alimentation dans sa globalité, c'est pas une recette magique qui change quoi que ce soit, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Après, je veux dire, si quelqu'un présente ces recettes comme étant anti-inflammatoires, mais que toutes les recettes sont comme ça, par définition, le modèle global sera comme ça. Donc bon, je vais pas non plus titiller, quoi. Mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est plutôt, si les gens s'attendent à des choses incroyables, mangez votre saumon vapeur avec votre brocoli et vos patates douces et votre huile d'olive. On peut dire que c'est anti-inflammatoire dans l'absolu, c'est pas super sexy. Ouais. Mais c'est anti-inflammatoire. Et on n'en a pas parlé, est-ce qu'il y a quelque chose sur le curcuma? Parce qu'alors là, ça revient tout le temps, le curcuma, comme quoi c'est anti-inflammatoire. Si j'évoque encore les compléments alimentaires, le terme anti-inflammatoire
est réservé aux médicaments. C'est-à-dire que les compléments alimentaires n'ont pas le droit de mettre sur l'étiquette anti-inflammatoire. Sinon, on se fait taper sur les doigts par la DGL, la Direction Générale de l'Alimentation. Un complément alimentaire n'est pas un médicament, évidemment. Par contre, il y a des actifs qui ont, d'un point de vue mécanistique, une action anti-inflammatoire. Là-dessus, il n'y a pas de débat, surtout sur le sujet du curcuma. Mais en fait, le curcuma, ce qu'il faut savoir, donc le curcuma contient des curcuminoïdes. Notamment la curcumine qui est la plus connue, ce sont ces molécules qui donnent cette action anti-inflammatoire. Quand on le mange en épices, frais, en poudre, etc., ça va avoir une action anti-inflammatoire localisée. Pourquoi ? Parce que c'est très mal absorbé. En fait, ça passe très difficilement, ces curcuminoïdes, la paroi intestinale. Donc, ça ne va pas trop pouvoir avoir une action dans le reste du corps. Après, surtout pour les gens qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin, c'est pas forcément une mauvaise chose que cette action reste localisée au niveau intestinal. Mais c'est pour ça qu'après, il y a des gens qui ont cherché à développer des formes qui s'absorbaient beaucoup mieux. Donc, historiquement, la première méthode, ça a été de mélanger avec du gras et de rajouter aussi du poivre noir, parce que la pipérine dans le poivre noir augmente la perméabilité intestinale, ce qui permet de plus l'absorber. On trouve encore, même aujourd'hui, des compléments juste de la poudre de curcuma avec de la pipérine, du poivre noir. Mais augmenter la perméabilité intestinale, c'est pas non plus forcément une super chose. C'est pour ça que depuis une quinzaine d'années à peu près, il y a surtout des industriels qui ont développé des formes qui sont en général brevetées pour faire des formes de curcuma qui sont beaucoup plus absorbables. Donc, c'est des espèces de liposomes où, en gros, où on met des différentes matrices pour que ce curcuma et surtout les curcuminoïdes et la curcumine soient mieux transportés et traversent mieux la paroi intestinale pour aller dans le sang et ensuite agir à différents endroits du corps. Donc, après, je ne vais pas citer tous les noms des brevets, mais en gros, toutes les études cliniques qui montrent des effets de la prise de curcuma sur autre chose que l'inflammation intestinale, ils ont été faits en fait avec des extraits de curcuma en général de ce type. Et donc oui, en tout cas sur le papier, oui, le curcuma a une action anti-inflammatoire. Et d'un point de vue complément, ce qui ressort surtout, c'est sur le confort articulaire. Alors on n'a pas le droit de parler de douleur avec les compléments, mais c'est pour ça qu'on dit terme générique confort articulaire. C'est là où ça a montré surtout le plus de résultats. Il y a aussi d'autres plantes actives, par exemple le gingembre. Il a montré aussi des effets anti-inflammatoires. Pas besoin là pour le coup de le prendre en complément, puisque ça a été fait, les études que j'ai vues avec du gingembre en poudre. Ah, en poudre, ouais, donc ok. Frais, c'est un peu un cousin du curcuma, le gingembre. Et après, il y a des actifs, il y a des plantes qui ont des molécules anti-inflammatoires qu'on peut retrouver en complément sous forme d'extrait et qui peuvent avoir des actions anti-inflammatoires, mais plus localisées. Je prends l'exemple le plus parlant, ça va être le Boswellia, qui est une plante qui est très connue pour ses effets sur l'inflammation au niveau des articulations, encore une fois. Mais ça va être vraiment localisé à ce niveau-là. Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de stress oxydatif, j'ai pas rebondi tout de suite, mais c'est peut-être aussi plus le cas chez les sportifs, le stress oxydatif. Avec le sport, non, ça crée pas ce stress. Et donc, là où je veux en venir, c'est est-ce que justement les sportifs aussi, on va avoir, parce qu'il y a très peu de choses sur les besoins chez les sportifs, est-ce que les sportifs n'ont pas tout intérêt aussi à faire attention à tout ce qui va être antioxydant pour contrer le stress qu'ils vont générer avec le sport? C'est un bon stress, toute proportion gardée évidemment. Ouais. Comme tout, si on rentre dans l'excès, mais là vraiment je parle de gens qui feraient du sport de manière un volume largement supérieur à l'athlète moyen, même quelqu'un qui ferait du sport tous les jours, là je parle de... C'est souvent ce qu'on trouve de haut niveau, quoi. De haut niveau, avec des volumes d'entraînement souvent qu'on va voir plutôt dans les genres de l'ultra-endurance, des choses comme ça. Là, ça commence à devenir peut-être un peu trop pour le corps qui compense entièrement ce stress oxydatif. Mais, comme je le disais, c'est un stress qui est positif puisqu'il amène des réactions d'adaptation qui renforcent le corps. C'est pour ça que
autant, alors il faut mettre le paquet côté alimentation, autant il faut y aller mollo côté supplément. Pourquoi ? Parce que si on prenait des gros complexes avec des grosses concentrations d'antioxydants, notamment juste après à chaque fois l'effort physique, en fait ça bloque ces mécanismes d'adaptation, donc on va pas pouvoir tirer tous les bienfaits. Je vais prendre un exemple un peu plus extrême, où là c'est pas tellement une question d'antioxydants, mais c'est un peu la même logique. Vous faites un effort physique, par exemple vous faites votre séance de musculation. C'est la réaction derrière qui va permettre de faire de la croissance musculaire, les mécanismes de réparation, etc. Si vous allez prendre, comme on voit souvent, un bain glacé juste après la séance, mais en fait vous bloquez cette inflammation, ça va permettre de diminuer les courbatures, les douleurs, etc. Mais vous allez aussi ruiner vos gains, votre croissance musculaire. C'est pour ça que c'est les sportifs vraiment en compétition, ça c'est normal qu'ils le fassent, parce que quand on doit enchaîner les épreuves, il faut récupérer au plus vite. Là, l'objectif, on n'est pas dans un cycle de croissance musculaire, etc. Donc ça, c'est normal. Par contre, faire ça en tant qu'athlète amateur, ou en tout cas pendant ces phases d'entraînement, ça, c'est une mauvaise idée. Donc, c'est un peu le même principe. Ouais. Comment tu verrais l'évolution des recommandations ? Enfin, toi qui es vraiment dans le cœur du sujet, qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître comme études ou ce genre de choses pour aller encore plus loin ? Plus d'études cliniques pour que le consensus s'élargisse, parce que je pense, en fait, à quoi ça sert ? C'est juste une façon de voir les choses quand on se pose la question, quelle est la meilleure façon de manger, sur quoi on se base, quel est le modèle alimentaire qui doit servir de base et qu'on adapte ensuite. Moi, depuis des années, je défends le principe du régime méditerranéen parce que je pense que c'est celui qui, à la fois, a déjà le plus de science sur son sujet et correspond à nos habitudes alimentaires européennes, tout en étant en plus assez facilement adaptable. Ouais. En tout cas, pour les gens qu'on aime ou pas la viande, même qu'on veut le rendre végétarien, voilà, il est quand même assez flexible. C'est un sujet qui est plutôt pris en main, l'alimentation anti-inflammatoire, par, on va dire, le courant médecine douce, naturelle, parfois pas très scientifique. Il n'y a pas de consensus pour se dire que c'est un angle intéressant. Et voilà, moi, j'aimerais que ça passe d'un monde à l'autre. Et peut-être que juste les médecins, quand ils ont en face d'eux des patients qui souffrent de problèmes qui sont liés à une inflammation chronique, que ce soit des douleurs articulaires, des maladies inflammatoires de l'intestin, etc., que ça fasse partie de leur connaissance et de leur panoplie d'outils qu'ils peuvent mettre en avant vis-à-vis de leurs patients, et que plus il y aura de science, plus ils seront confiants et solides pour recommander ça. Nous, c'est des diététiciens souvent qui nous écoutent. Est-ce que tu as des sources ? Alors, il y aura ton livre. Il sort quand, ce livre ? Ce sera avant la fin de l'année 2025. Ok, donc il y aura ton livre. En attendant, qu'est-ce que tu peux conseiller plutôt aux diètes qui nous écoutent pour en apprendre plus sur le sujet ? Et bon, le podcast, il est quand même déjà bien complet, mais si jamais tu as des références. Sur PubMed, ils tapent tout simplement Dietary Inflammatory Index. Ils vont trouver plein. En premier résultat, il y aura beaucoup de méta-analyses et qui résument souvent bien le sujet. Ouais. Il n'y a pas, en tout cas, moi, je ne connais pas de livre grand public en français qui soit parfait, mais je ne les ai pas tous lus. Après, je ne peux pas non plus m'engager là-dessus. Mais il y a un livre en anglais qui s'appelle Diet, Inflammation and Health, mais qui est un livre pour les professionnels. Ouais. C'est un truc comme ça, un pavé, et c'est très aride. C'est des milliers de références en bibliographie. Voilà, mais ça a été, en fait, typiquement, les gens connaissent sûrement, c'est un ouvrage collectif, mais qui a été dirigé par justement le professeur James Hebert, qui est le spécialiste mondial du Dietary Inflammatory Index. Et ça regroupe, c'est pas tellement des conseils pratiques, c'est vraiment l'état de la science sur ce sujet. Ça vaut un peu cher, ce genre de livre, ça doit être $100, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est, je pense, la bible du sujet d'un point de vue scientifique. Où est-ce qu'on peut aller te retrouver, voir ce que tu fais, tes vidéos et tout ça ? Alors, le plus simple, donc, c'est de me retrouver sur mes différents réseaux sociaux qui sont toujours sous le nom de Natura Academy, Natura, C-A-D-E-M-Y. Donc, en ce moment, je suis plutôt actif
sur Instagram. Et j'espère refaire aussi bientôt des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est Instagram, YouTube. Et newsletter. Voilà, si les gens veulent être tenus au courant aussi de la sortie du livre. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais vraiment aborder ? Oui, je pensais à un point qui est un peu central dans le régime méditerranéen et dont on n'a pas parlé, c'est l'huile d'olive. Ouais. Finalement, quand on réfléchit à la meilleure façon de manger, les matières grasses ajoutées, c'est quand même central. Ça fait toute la différence. Et l'huile d'olive, c'est à la fois un élément essentiel du régime méditerranéen. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de versions du régime méditerranéen suivant les zones géographiques, mais il y a un point commun, il y a un des points communs, c'est l'huile d'olive. Et effectivement, il y a plein d'études spécifiques sur l'huile d'olive qui ont vraiment montré, déjà des effets autres qu'anti-inflammatoires sur la prévention cardiovasculaire notamment, mais l'huile d'olive a vraiment des effets, est classée comme anti-inflammatoire dans le sens où il y a sa composition en acides gras, évidemment, mais c'est aussi une huile qui est, en tout cas si elle est extra vierge, notamment, est très riche en polyphénol par rapport à d'autres huiles. Donc c'est vraiment, je défends l'idée que c'est la matière grasse qui pour moi même peut être unique, il n'y a pas forcément besoin d'une autre. Après je dis pas que c'est pas intéressant de compléter suivant aussi les profils des gens avec une huile qui contiendrait peut-être pour les végétariens un peu d'oméga 3 type huile de colza, etc. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le ghee, l'huile de coco, etc., c'est pas classé comme anti-inflammatoire, en tout cas par le Dietary Inflammatory Index. Sachant que, encore une fois, je mets de la nuance, je fais parfois des recettes avec de l'huile de coco. Pour le goût, à la limite. Pour le goût, la texture, c'est très pratique parce que quand ça se solidifie à température ambiante, donc ça peut être pratique aussi, ça résiste bien aux hautes températures. Donc, encore une fois, tout est de la nuance. Bien sûr, Ok, c'est clair, le message est passé. On va utiliser de l'huile d'olive, si c'était déjà pas le cas. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Justine. À bientôt.